notre podcast, nous recevons Elsa Marcel, candidate à la mairie de Saint-Denis. Madame Marcel, bonjour. Bonjour. Donc, le but de cet entretien va être de confronter votre vision et vos priorités à celles des habitants et habitantes et de comprendre vos ambitions pour la ville. Pour commencer, j'aimerais m'intéresser à vous. Avant d'être candidate, qui êtes-vous? Moi, je suis, une militante depuis, 2014, quand j'étais encore étudiante, que je fais partie de cette génération qui considère qu'on a une société qui marche à l'envers. Et moi, j'ai commencé à m'engager, peut-être que, ça parle pas à tout le monde parce que maintenant ça fait un peu tard, mais juste après la mort de Rémi Fraisse, qui était un militant écologiste qui a été tué, sur une ZAD à Sivins, dans le sud-ouest de la France, par la police. Et il y avait eu un grand mouvement, beaucoup à Toulouse, mais en fait dans toutes les universités. Et moi, ça m'avait évidemment révoltée et à partir de là, j'ai commencé à militer et à lutter contre, c'était le moment où il y avait le début des offensives autoritaires, il y avait l'instauration de l'état d'urgence, on commençait à parler d'échéance de nationalité pour les étrangers. Donc moi, je fais partie de cette génération qui s'est vraiment politisée contre le Parti socialiste, qui avait fait des grandes promesses en disant: «Mon ennemi, c'est la finance, nous, on est des grands démocrates» et cetera. Et je me suis rendu compte de qu'est-ce que c'était que la gauche au pouvoir. Donc je me suis battue contre, je le disais, les offensives autoritaires, les violences policières, mais aussi, les premières attaques antisociales du gouvernement Hollande, comme, la loi travail, qui était, voilà, une offensive contre le code du travail énorme, et il y a eu des énormes, manifestations, des mobilisations, des blocages de fac. Et c'est à partir de cette expérience politique et militante que j'ai décidé de devenir avocate, parce que je voulais que les années d'études que j'avais faites, elles servent à quelque chose d'utile. Et que je pense que dans une société, profondément injuste, il faut que les gens qui, ont eu la chance, d'accéder à des études, elles mettent leurs compétences non pas au service, du patronat et des préfectures, mais au service des travailleurs, des travailleuses, des jeunes de quartiers populaires, de tous les secteurs qui en ont besoin en fait, dans la société. Et c'est, du coup au terme de cette réflexion que j'ai choisi de devenir avocate. Hem Et que du coup, je me considère comme une avocate, mais avant tout comme une militante politique qui met ses compétences juridiques au service des besoins, de la majorité de la population. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre parti Révolution Permanente? Alors Révolution permanente, c'est une organisation politique, de la gauche révolutionnaire, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, déjà, on part du principe que, on a une société, profondément inégalitaire et injuste, où il y a une minorité de la population qui détient, la majorité des ressources et qui, en fait, fait travailler tous les autres, pour des salaires de misère, et puis plus généralement, qui est un monde, où on voit, comment y compris sur le terrain international, qui mène à la guerre, qui mène, au génocide, comme on le voit aujourd'hui en Palestine, qui mène à des tendances à la militarisation, au massacre de peuples entiers, et qu'on pense que, il faut une transformation radicale de cette société, qu'il faut la repenser complètement, qu'il faut partir, des besoins, d'en bas, de celles et ceux qui la font tourner, donc de celles et ceux qui travaillent. Et à partir de là, nous, on est une organisation qui s'est investie en gros dans toutes les luttes, importantes de ces dernières années, que ce soit à l'échelle nationale, donc je le disais, la mobilisation contre la loi travail, les gilets jaunes, la lutte contre la réforme du rail en 2018 quand ils ont essayé de privatiser et qu'ils y sont arrivés, la SNCF. Notre organisation, c'est une organisation qui est faite de travailleurs, de travailleuses, de jeunes, et de tous les secteurs de la population, qui veulent la transformer, de fond en comble, et qui savent que les institutions telles qu'elles existent aujourd'hui, elles sont pensées par et pour le régime et pour le maintien des classes dominantes. Donc, on se présente aux élections, mais sans l'illusion de dire: «Votez pour nous et on va tout changer». Avec l'idée de dire que c'est une tribune qui nous permet de développer notre programme, qui nous permet de défendre des idées alternatives, qui nous permet de défendre les intérêts de la majorité de la population contre, ceux, du grand patronat, des politiciens. Mais par contre, on sait que la transformation sociale, elle passera par la mise en mouvement de tous ces secteurs de la population, par le rapport de force que sont capables d'imposer, des raffineurs en grève qui font que, s'ils décident de s'arrêter, il y a plus une goutte de pétrole qui sort. Et on veut, une transformation, de fond en comble de la société. Et on ment pas aux gens en leur disant que, si on met des petits pansements sur les plaies béantes que produit le système capitaliste, ça changera leur vie. On dit que pour changer leur vie, il faut qu'ils prennent leurs propres affaires en main et que nous, c'est la stratégie politique qu'on développe à chaque fois qu'on fait quelque chose, que ce soit dans une lutte ou dans une élection. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer aux élections municipales? Parce que moi, ça a fait,
plus de 10 ans que j'habite à Saint-Denis et je le disais avec Révolution Permanente, on a une implantation importante sur la ville. Par exemple, nos camarades étudiants à Paris 8, ils sont organisés dans un collectif qui s'appelle Le Point Levé, qui est la première organisation de jeunesse de la fac. Donc, c'est l'organisation qui reçoit le plus de scores quand il y a des élections étudiantes. On a énormément d'enseignants dans les lycées. On a des camarades qui conduisent des bus, par exemple, au dépôt de Pleyel ou du barrage. On a des cheminots, on a des soignants qui travaillent à l'hôpital de La Fontaine. Et que c'est pour ça qu'on a choisi de me présenter aux élections municipales, pour qu'il y ait une traduction politique de toutes ces prises de position dans les luttes, dans les lieux de travail, dans les quartiers, dans les facs, dans les lycées, et qui est tout ça traduit dans un programme, dans une liste, et dans la possibilité d'envoyer des élus au conseil municipal qui seront des élus de combat, qui en réalité porteront la voix des travailleurs et des travailleuses, qui refuseront toute compromission, toute magouille, qui systématiquement en feront un point d'appui pour développer ces luttes, pour leur donner le plus de force possible. Et on pense que c'est un besoin dans une ville comme Saint-Denis et Pierrefitte. J'aimerais maintenant m'intéresser au regard que vous posez sur la ville. Quels sont selon vous les plus grands défis de la commune? Saint-Denis, Pierrefitte, puisque maintenant c'est une seule commune, c'est une ville très importante de l'Île-de-France. C'est la première ville d'Île-de-France après Paris. Et c'est plus que ça, c'est pas juste quelque chose de quantitatif. Pour moi, c'est le poumon ouvrier de l'Île-de-France. C'est-à-dire que c'est une ville qui concentre énormément de travailleurs et de travailleuses qui font tourner la capitale. Vous voyez énormément de gens qui, très tôt le matin, prennent des transports d'ailleurs dans un état catastrophique pour aller travailler, nettoyer les bureaux à Paris, travailler sur les chantiers du BTP, faire tourner en fait des secteurs complètement indispensables de la capitale. Et je pense que c'est une ville qui, à la fois, est une des villes les plus pauvres de France, mais c'est aussi une des villes les plus jeunes, c'est une des villes les plus travailleuses et qui a eu un énorme potentiel en fait pour s'affronter à la crise austéritaire à laquelle on fait face collectivement. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas dissocier les questions locales, par exemple de Saint-Denis, de la dynamique plus nationale qui existe quand on sait que se discute à l'Assemblée nationale et qui a été adopté avec la complicité du Parti socialiste un des budgets austéritaires les plus graves de l'histoire récente. C'est des coupes budgétaires qui vont directement impacter nos conditions de vie comme Dionysiens et Pierrefittois. Et on pense que les défis de la commune, ça va être comment organiser tous ces secteurs de travailleurs, de jeunes de quartier, de lycéens, pour résister en fait face aux offensives austéritaires qui vont continuer à attaquer nos services publics, l'état de nos écoles, l'état de nos transports. Quelles seraient brièvement vos priorités pour les 100 premiers jours si vous êtes élu? Moi, je pense qu'on a des priorités en matière de logement, de services publics et de lutte contre les violences policières. Donc, en matière de logement, Saint-Denis et Pierrefitte, c'est un des endroits où il y a un taux d'insalubrité énorme. Et de mal logement extrêmement conséquent. Donc la première chose qu'on veut faire, c'est réquisitionner tous les logements vides de la ville, il y en a plus de 4000, et les mettre au service des familles dans le besoin. Mais on pense aussi qu'il faudrait que tout ce qui a été construit pendant les Jeux Olympiques, comme le village olympique ou même les grandes infrastructures sportives, elles ne bénéficient pas juste à des promoteurs immobiliers qui sont en train de s'enrichir ou qu'elles ne servent pas à accueillir les nouveaux publics, pour reprendre les termes de la mairie, mais qu'elles servent à loger des Dionysiens et des Pierrefittois qui ne sont pas dans des conditions acceptables de logement. Je pense par exemple aux travailleurs du foyer Adoma, à côté de la cité Allende, qui sont des travailleurs qui vivent ici depuis les années 70 parfois, dans des chambres de 7 mètres carrés, qu'aujourd'hui on veut expulser. Moi, je suis pour que ces travailleurs ils puissent se reloger à Saint-Denis et qu'ils profitent des beaux appartements du village olympique. Donc on pense qu'il faut le réquisitionner, mettre au service des habitants. On pense aussi qu'il faut un investissement massif dans les services publics. Évidemment, l'école, l'éducation, la santé, ouvrir de nouveaux centres, des nouveaux centres de santé, embaucher beaucoup plus d'enseignants. Pour le dire brièvement, puisque vous m'avez demandé d'être brève, on pense qu'il y a aussi un enjeu énorme à lutter contre les violences policières dans une ville comme Saint-Denis et Pierrefitte. Dans le cadre de la campagne, on a eu la chance de faire une réunion avec la famille de Yanis, qui est un jeune qui a été tué dans le cadre d'une course-poursuite avec la BAC en 2021. Et on considère que c'est symptomatique de la manière dont les jeunes de quartier sont traités par la police. Et donc on pense qu'il faut non seulement continuer à se battre pour exiger justice et vérité pour Yanis, mais qu'il faut aussi le désarmement immédiat et total de la police municipale et le démantèlement intégral de tout le dispositif de vidéosurveillance. C'est des millions d'euros qui sont investis là-dedans au lieu d'être investis dans les besoins de la population, alors que l'objectif, c'est surtout de faire en sorte que les jeunes de quartier, les populations les plus précaires, les vendeurs à la sauvette soient systématiquement expulsés du centre-ville. Et c'est une logique de gentrification qu'on refuse très fermement.
J'aimerais maintenant poser des questions qui ont pour sujet principal la citoyenneté et la gouvernance. Certains habitants disent ne pas être entendus sur les grandes décisions municipales. Comment les faire participer à la politique locale? Bah, c'est une très bonne question. Nous, avec Révolution Permanente, le titre qu'on a choisi pour la liste, c'est «Reprendre Saint-Denis et Pierrefitte aux politiciens professionnels». Je le disais au début, moi, je ne suis pas une professionnelle de la politique, je suis avocate et notre liste, elle est composée de travailleurs et de travailleuses qui n'ont pas choisi de faire de la politique une rente et un métier professionnel, mais qui sont des gens qui travaillent et qui font tourner la ville et qui veulent participer à la politique, mais à partir de leur propre position. Et pour moi, le problème, c'est effectivement cette professionnalisation de la politique qui exclut en fait les habitants du cadre décisionnaire. Puisque par exemple, un maire, faut savoir quand même, et Mathieu Hanotin, une des premières mesures qu'il a adoptées, c'est d'augmenter son salaire de manière significative. Un maire de Saint-Denis, Pierrefitte, s'est payé autour de 7 000 euros. Donc déjà, c'est un écart énorme avec les conditions de vie de la majorité de la population. Et puis surtout, la manière dont la politique est conçue aujourd'hui, c'est que c'est vraiment un chèque en blanc. C'est-à-dire que vous élisez quelqu'un, c'est pendant 6 ans, il se paye 7 000 euros et vous n'avez aucun contrôle sur ce qu'il va faire. Nous, on a une logique radicalement différente. On pense qu'il faut des mandats révocables, c'est-à-dire que la population doit pouvoir exercer un contrôle permanent sur ses élus en assemblée et décider que si le mandat pour lequel il a été élu n'est pas respecté, qu'il puisse être révoqué. Et on pense que ces mêmes élus ne doivent pas cumuler. Donc, ils ne doivent pas cumuler pleine commune et mairie et encaisser des milliers d'euros qui font que c'est une rente à vie et qu'en fait, au bout d'un moment, on ne sait pas s'ils servent leurs propres intérêts ou ceux de la population. Et on pense qu'ils doivent être payés comme une infirmière ou comme un prof pour être au plus près des conditions de vie en fait, d'un habitant normal de Saint-Denis et Pierrefitte. Jusqu'où êtes-vous prête à partager le pouvoir avec les Dionysiens et Dionysiennes? Bah, comme je le disais, nous, on a une logique politique très différente, c'est-à-dire qu'on refuse de dire aux gens votez pour nous et on s'occupera de tout à votre place. Quand on se présente, c'est pour dire que en réalité, on veut construire un rapport de force qui inclut l'ensemble des habitants et des habitantes, qu'ils soient jeunes, travailleurs, qu'ils habitent dans un quartier, dans le centre-ville, etc., pour porter leurs propres revendications avec nous. Et pour moi, il y a quelque chose de fondamentalement antidémocratique dans les élections municipales et dans toutes les élections, et ça se voit beaucoup dans une ville comme Saint-Denis, c'est qu'il faut que tous les résidents puissent voter, sans condition de nationalité. On est la seule liste à mettre dans notre programme qu'on veut que les étrangers puissent voter ici. Il y a une injustice fondamentale qui fait qu'il y a des gens qui travaillent ici, qui payent des impôts, qui sont là depuis des années et qui n'ont pas le droit de participer à une élection, même à une élection locale. Donc nous, on pense déjà que tous les étrangers doivent pouvoir voter et on pense aussi que tous les jeunes à partir de 16 ans doivent pouvoir voter. S'ils peuvent travailler à partir de 16 ans, ils ont le droit de décider de leur avenir et ça fait partie des revendications démocratiques qu'on souhaite mettre en avant de manière très ferme. Je rappelle quand même qu'en 2004, aux dernières élections, donc en 2020, Mathieu Hanotin, il est passé au premier tour avec 4 000 voix dans une ville de 110 000 habitants. Donc ça montre à quel point est-ce que ces élections, en fait, elles sont pas démocratiques. Et nous, on veut aussi remettre en question cette politique politicienne. J'aimerais maintenant parler de la fusion que vous avez évoquée précédemment, donc la fusion entre Pierrefitte sur Seine et Saint-Denis. Maintenant, ça fait 1 an que cette fusion a eu lieu. Quel est votre regard sur cette décision? Et si vous êtes élu, quel avenir souhaitez-vous pour Saint-Denis et Pierrefitte? Bah, pour moi, il y a 2 problèmes majeurs sur la fusion. Déjà, qu'elle a été faite sans aucune concertation et que les Pierrefittois se sont réveillés un matin en n'ayant plus de ville. Et la deuxième, elle est d'ordre plus économique, puisque c'est aussi et je veux dire, cette fusion, tout le monde sait qu'elle sert aussi un but électoral, hein, et que c'est en partie une tentative de manœuvre de Mathieu Hanotin. Euh, et tout le monde le dénonce de cette manière, mais c'est pas que ça. Je pense qu'il y a aussi un enjeu économique, puisque ça correspond à une compression des coûts. Et qu'en fait, il y a énormément de communaux, de fonctionnaires de la mairie, etc., qui se retrouvent avec des fonctions complètement transformées et que ça permet d'avoir la même personne qui fait 2 fois plus de travail. Donc pour moi, sur la fusion, il y a une dimension démocratique. Nous, on propose un réexamen de la fusion, encore une fois, sous contrôle des habitants et des habitantes, donc qui soient questionnés dans leur ensemble et qu'en fonction de leur avis, on prenne cette décision-là et qu'on puisse revenir en arrière si c'est le souhait des habitants. Et la deuxième, elle est d'ordre économique, dans le sens où nous, on pense qu'il faut, dans tous les cas, un investissement massif dans les services publics et à Saint-Denis et à Pierrefitte. Et que Pierrefitte ne peut pas être la ville de seconde zone de Saint-Denis et il doit y avoir des investissements massifs
Pour la jeunesse, la fusion, par exemple, elle a servi aussi à supprimer, mutualiser beaucoup de maisons de quartier. Il y a eu une grève il n'y a pas longtemps, en novembre, des travailleurs des maisons de quartier de Pierrefitte et de Saint-Denis qui disent que leur fonction s'est énormément dégradée autour de la fusion parce qu'en fait, ils n'ont plus du tout les mêmes moyens, plus du tout les conditions de travail. Il y a eu une grève vraiment massive. Et je pense qu'il faut aussi partir des besoins économiques, financiers immédiats de la population et y répondre de manière urgente, qu'il s'agisse de Pierrefitte ou de Saint-Denis. Vous l'avez aussi évoqué un peu plus tôt, la question du logement indigne. Ouais, C'est une question qui est une des plus grandes préoccupations chez certains Dionysiens. ouais, Ils sont confrontés à des loyers de plus en plus élevés, à exactement. des logements insalubres, à de la suroccupation. Il y a aussi la question de la difficulté de certains jeunes et de foyers en fait, qui aimeraient du coup partir et changer de logement. Mais parfois, ils sont carrément obligés en fait, de quitter la ville. Et il y a aussi en fait, des demandes aussi qui prennent des années à être traitées. Exactement. Quelles sont vos priorités absolues en matière de logement? Le problème du logement à Saint-Denis et à Pierrefitte, je partage tout à fait que c'est, un enjeu, de premier plan. La réalité, c'est qu'on assiste à une dynamique de gentrification de la ville et qu'est-ce que je veux dire quand je dis ça? Je veux dire que l'objectif assumé de Mathieu Hanotin, mais après j'essaierai de dire que c'est pas une dynamique, totalement nouvelle non plus, mais l'objectif assumé de Mathieu Hanotin, il le dit, c'est de faire de Saint-Denis le premier pôle hôtelier, d'Île-de-France d'ici 2030 et il le dit de manière très, très claire, c'est en fait de, renouveler la population, dionysienne, et les jeux olympiques, par exemple, ont été un accélérateur de cette tendance. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de voir comment, un quartier comme la Plaine est hyper symptomatique de ça. C'est-à-dire de construire des logements qui sont à destination de ce qu'ils appellent des nouveaux publics, comme le village olympique, donc de faire beaucoup d'accès à la propriété, etc. Et en même temps, de ne pas avoir de politique de rénovation des logements de pleine commune habitat, ou même de manière générale de tout le logement, de tout le parc immobilier dionysien. Donc, on voit que par exemple, dans la dynamique des Jeux Olympiques, l'objectif, c'était vraiment de voir comment faire ce qu'ils appelaient place nette. Donc, pour moi, ça a un lien avec la question du logement, c'est-à-dire évacuer du centre-ville les populations les plus précaires, faire la chasse aux vendeurs à la sauvette, adopter des arrêtés anti-regroupement, envoyer la police municipale sur tous les jeunes qui étaient en train de passer un moment dehors, etc., pour faire une ville qui soit accueillante pour les touristes, les promoteurs immobiliers et le patronat. On le voit à La Plaine, c'est là où il y a les sièges sociaux de toutes les grandes entreprises, mais par contre, les habitants historiques de Saint-Denis, ils ont beaucoup plus de mal à se loger parce que les loyers explosent. Donc la première chose que nous on dit, c'est qu'on veut une diminution radicale des loyers et des charges. C'est pas possible que des charges de pleine commune habitat explosent et font en sorte qu'à Aliendé, par exemple, c'est le cas, il y a des gens qui se retrouvent avec des factures qu'ils ne peuvent pas payer. Donc nous, on est pour assumer d'avoir une politique qui s'affronte aux bailleurs sociaux et aux propriétaires. Donc il faut geler les loyers. Ce n'est pas normal que quand on a un salaire de 1800 euros, on dépense 800, 900, parfois 1000 euros pour se loger. Donc ça, c'est l'urgence absolue. Et de manière générale, on pense qu'il faut penser de manière complètement différente la politique du logement, c'est-à-dire que il faut que toutes les personnes qui habitent à Saint-Denis, dans des logements insalubres, par exemple dans le centre-ville, c'est autour de 40% de logements qui seraient insalubres. Il faut un grand plan de rénovation des logements. Est-ce que vous avez des grands projets ou des ambitions en termes d'urbanisme sur le territoire? Ce que je pense, c'est qu'il faut que la population de Saint-Denis et Pierrefitte se réapproprie en fait la totalité des infrastructures qui ont été construites depuis ces dernières années. Parce que par exemple, à Saint-Denis, je le disais, mais les Jeux Olympiques, ça cristallise beaucoup la situation d'une ville à deux vitesses, où en fait il y a de l'argent qui est construit, il y a de l'argent qui est investi, il y a des infrastructures qui sont construites, il y a des projets d'urbanisme, mais qui ne sont pas à destination des habitants et des habitantes de Saint-Denis, des jeunes de quartier qui ne vont jamais en profiter. Par exemple, je ne sais pas qui de Saint-Denis, quel jeune de quartier profite de l'immense piscine olympique qui existe à Saint-Denis. Nous, on pense qu'en matière d'urbanisme, il faut que tous les grands projets qui ont été construits et qui ont été investis et où de l'argent a été investi soient réquisitionnés et mis au service gratuitement, publiquement, de toutes celles et ceux qui vivent sur la commune. J'aimerais parler de cadre de vie et de sécurité. Vous évoquiez le cas du jeune Yanis qui est décédé en 2021. La police municipale est parfois accusée de dérive et d'excès. Comment peut-on remettre le dialogue entre cette même police municipale et les habitants? C'est une question qui est difficile parce que moi, je pense que la police, elle sert un objectif politique particulier. C'est-à-dire que s'il y a une accentuation des violences policières,
on ne peut pas la dissocier du projet politique de Mathieu Hanotin, qui, lorsqu'il a été élu, une de ses premières mesures, ça a été d'armer la police municipale contre l'avis de la majorité des travailleurs de la mairie de l'époque, hein, où la quasi-totalité des syndicats, sauf Force ouvrière, si je ne me trompe pas, s'y étaient opposés. Et c'est parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez un projet qui consiste à dire moi, je veux faire de Saint-Denis le premier pôle hôtelier de l'Île-de-France d'ici 2030, je veux accueillir les JO, je veux faire place nette et du coup nettoyer le centre-ville des jeunes de quartier, des vendeurs de cigarettes à la sauvette. Il faut savoir que Mathieu Hanotin, il a adopté ce qu'on appelle des arrêtés anti-chicha, ce qui est une des politiques qui a été menée par Robert Ménard à Béziers, par exemple. C'est des politiques de mairie très, très, très à droite qui ciblent des populations particulières. On sait très bien quand on fait un arrêté anti-chicha, c'est pour cibler des populations musulmanes ou assimilées, arabes, et pour en fait exercer une pression permanente contre des personnes qui occupent l'espace public dans le centre-ville. Il fait des arrêtés anti-regroupement. C'est-à-dire que vous avez 3 jeunes qui sont ensemble en bas d'un bâtiment ou dans une rue. La police municipale a un blanc-seing, un petit papier qui peut leur permettre d'aller dire maintenant vous partez d'ici. Donc le problème, c'est que si votre projet, c'est de faire une ville que vous essayez de nettoyer de ces secteurs les plus précaires, etc., au lieu d'avoir une politique d'investissement massif dans les services publics, vous avez une réponse sécuritaire sur ces questions, évidemment que la police, elle a un rôle de répression sociale, en fait. Et on le voit parce que non seulement il y a eu effectivement une accumulation de violences graves, mais c'est très fréquent. Là, par exemple, je défends quelqu'un qui est une travailleuse sociale de Saint-Denis, qui a assisté à une interpellation à la gare d'un vendeur à la sauvette, une interpellation très violente. Donc, elle a assisté à l'interpellation pour s'assurer que tout se passait bien. Elle était préoccupée, elle s'est mise à filmer, elle s'est elle-même fait interpeller, elle s'est fait jeter sur les voies du tram, elle a été placée en garde à vue, elle a été ultra violentée. Mais parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est que leur politique soit menée avec le moins de résistance possible. Et c'est pour ça que nous, on a une autre logique quand on parle de cette question, c'est que à partir du moment où vous vivez dans une ville où il y a un tiers de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, où vous fermez les espaces jeunesse pour les jeunes de quartier, où une immense majorité de la jeunesse de Saint-Denis, elle n'a pas de perspective d'aller à l'université. Parce que nationalement, on a imposé un truc qui s'appelle Parcoursup, qui fait que la fac, c'est ultra sélectif et que c'est dur d'avoir un avenir. Quand vous cassez tous les services publics, vous cassez la santé, vous cassez l'éducation, le problème, c'est que c'est ça qui précarise les gens et qui les met dans des situations où ils peuvent éventuellement commettre des infractions. Par exemple, le débat sur la question des vendeurs à la sauvette, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Enfin, personne vend des cigarettes pour le plaisir, c'est pour survivre. Et la réalité, je le disais, c'est que si vous voulez qu'il n'y ait pas de vendeurs à la sauvette à la gare de Saint-Denis, moi j'ai une autre possibilité plutôt que de leur courir après avec des chiens, avec des matraques, avec des armes et en leur jetant la police dessus. Moi, je pense qu'il faut régulariser toutes les personnes sans papier. Je pense que c'est pas normal que des personnes elles soient jetées dans la précarité parce qu'elles n'ont pas le bon titre administratif, parce qu'elles ont fui une situation de misère dans leur pays. Et c'est pas un problème d'argent, parce que Mathieu Hanotin, il a dépensé 18 millions d'euros pour rénover le commissariat. Moi, le commissariat, je le connais, je suis avocate, je peux vous dire que les 18 millions d'euros, c'est pas pour les cellules de garde à vue des gens qui sont à l'intérieur. Donc, c'est pour en faire une vitrine d'une politique sécuritaire. C'est pour montrer les muscles. Pour moi, Mathieu Hanotin, il a une politique qui correspond à un Darmanin local. Donc ça, moi, je considère que c'est pas des problèmes de sécurité, c'est des problèmes sociaux et qu'il faut les résoudre avec des moyens sociaux et pas des moyens sécuritaires. J'aimerais maintenant évoquer le sujet des RICS. Les RICS entre jeunes ont fait de nombreuses victimes. Comment analysez-vous ce phénomène et quelles solutions pour endiguer ce fléau? C'est une très bonne question parce que pareil, moi, comme avocate, j'ai été confrontée aussi à des jeunes qui ont été impliqués dans des RICS sur la ville de Saint-Denis. C'est un drame absolu parce que c'est un phénomène meurtrier et c'est affreux de voir des jeunes de la même ville, du même âge, de la même génération s'affronter avec de la violence à ce niveau. Mais pareil, moi je pense qu'il faut aussi comprendre le problème dans sa profondeur et dans sa complexité, qu'une réponse sécuritaire, elle n'est pas adaptée à la situation. Et je vais essayer de dire pourquoi. Parce que par exemple, quand il y a eu effectivement une actualité des RICS à Saint-Denis plutôt en janvier 2024, mais déjà la chose qu'il faut dire, c'est que c'est pas un phénomène nouveau, malheureusement. Mais vous écoutez un sociologue comme Marwan Mohamed, il a écrit un livre précisément sur les RICS qui s'appelle Il y a embrouille, et déjà il montre que ça a toujours existé, que c'est des phénomènes en fait qui se développent à certains moments de l'adolescence, et j'essaierai de développer après, mais c'est important déjà de dire ça parce que la réponse du gouvernement à ce moment-là, et c'était Gabriel Attal à l'époque, a essayé d'instrumentaliser ces drames
pour mener des offensives contre le droit des mineurs. Il faut savoir qu'en France, les mineurs, ils sont protégés, ils ne sont pas traités comme des adultes, ils ne peuvent pas être déférés en comparution immédiate, c'est normal, ce sont des enfants. Et ça a été, ce moment-là, les RICS ont été utilisés pour dire, en fait, il faut changer le droit des mineurs. Les mineurs, ils doivent pouvoir être jugés en comparution immédiate, ils doivent pouvoir être traités comme des adultes, en fait. Et ça, moi, je suis radicalement opposée, parce que ça reste des enfants. Et même quand il y a des faits de violence, c'est pas parce que les gens sont des monstres, et il faut comprendre d'où ça vient. Et si je reviens à Marwan Mohamed, lui, il explique par exemple que ça arrive beaucoup dans des situations où, oui, il y a des sentiments d'échec à l'école, il y a des sentiments en fait de sociabilité qui sont écrasés, il n'y a pas d'avenir, il y a pas de loisirs, il n'y a pas d'accès à la culture, il n'y a pas une éducation émancipatrice, il y a une école qui est hostile pour beaucoup, dans beaucoup de cas, aux jeunes de quartier, où en fait c'est un système sélectif de tri social qui fait qu'on se sent mal à l'école très vite et que sur ça, et en plus de ça, de secteurs qui sont très jeunes confrontés à la violence, parce que moi, je sais que j'ai défendu des personnes, mais dans les RICS, c'est les mêmes qui peuvent être auteurs ou victimes de violences. Et souvent, ce sont des accidents. Et c'est des gens qui peuvent avoir été très tôt confrontés à la violence de la police, à des difficultés familiales graves. C'est aussi un problème social. C'est pas qu'il y a des jeunes qui sont des monstres, qui sont ivres de violence. Et du coup, pour moi, la réponse à ça, c'est pas une réponse sécuritaire, mais c'est encore une fois permettre à ces jeunes d'avoir des espaces de sociabilité culturelle, un espace éducatif, donc l'école, où il y a suffisamment de moyens pour qu'ils puissent être pris en charge, qu'ils ne se sentent pas en échec, qu'ils aient un avenir, qu'ils arrivent à se projeter dans la société. Et de manière générale, c'est un enjeu qui dépasse bien évidemment le phénomène des RICS en tant que tel. Il faut discuter aussi de comment on lutte contre les violences policières. Pour moi, c'est tout ça à la fois. Et une réponse sécuritaire, c'est complètement une instrumentalisation de ces questions contre des jeunes qui restent des enfants. Par exemple, c'est hyper concret parce que Mathieu Hanotin, il a fermé les espaces jeunesse de la ville, qui étaient des endroits où c'était un espace de sociabilité, on pouvait avoir accès à tout un tas de choses, et qui aujourd'hui tout simplement n'existent plus. Mais vous comptez, par exemple, si vous êtes élu, réouvrir les espaces qui avaient été fermés ou en proposer Bien d'autres sûr, moi je pense qu'il faut réouvrir tous les espaces jeunesse qui ont été fermés, il faut même en ouvrir des nouveaux. J'aimerais maintenant évoquer les questions d'environnement et d'écologie. Est-ce que ces dernières sont-ils des enjeux prioritaires pour vous si vous êtes élu? Je pense que c'est très important parce que c'est non seulement une question d'importance nationale, voire internationale. Et comme je le disais, nous, on n'a pas la logique de limiter notre discours ou notre programme au strict cadre des institutions municipales, parce qu'on sait que c'est faux de délier les choses. Et toutes celles et ceux qui disent moi, je parle que du municipal, le national, je parle que du local, le national, c'est complètement autre chose, c'est des gens qui mentent. Parce que évidemment que ce qui se discute nationalement a un impact direct sur la politique locale, mais même internationalement. Enfin, je veux dire, évidemment que le fait qu'on soit une génération qui soit confrontée à la première crise climatique de cette gravité, crise climatique dont on sait qu'elle a aussi une dimension de classe et qu'elle ne va pas toucher de la même manière les personnes riches qui vivent dans le centre-ville de Paris et les personnes pauvres qui sont les premières confrontées en fait à par exemple un logement dégradé. Donc vous voyez très bien que en période de canicule, les passoires thermiques, etc. C'est nous en fait, c'est les habitants de quartiers populaires, c'est les travailleurs, les travailleuses qui sont les premières confrontées aux conséquences de la crise climatique. Donc évidemment que c'est un enjeu fondamental. Et qu'on pense qu'il faudra le mettre en avant, non seulement dans le cadre là, des élections, mais de manière générale comme un combat quotidien. Comment peut-on concilier mixité sociale, qualité de vie et développement économique? Moi, je pense que ça dépend ce qu'on appelle mixité sociale. Souvent, c'est un terme qui a été utilisé pour justifier plutôt une politique de gentrification. C'est-à-dire, ce qu'ils appellent mixité sociale, c'est surtout comment faire venir des cadres de Paris dans des villes du 93 plutôt que l'inverse. C'est pas beaucoup comment faire en sorte que des jeunes du 93 se retrouvent logés dans des super appartements du village olympique. Donc c'est souvent mixte que dans un sens, mais si on prend la chose autrement, moi je pense que, encore une fois, les problèmes de qualité de vie, c'est des problèmes de moyens, c'est des problèmes de priorité politique. Moi, ce que j'appelle qualité de vie, c'est la possibilité d'accéder à la culture, c'est la possibilité d'avoir un médecin quand j'en ai besoin, qu'il n'y ait pas de désert médical. Il faut savoir que le 93, c'est considéré comme un des premiers déserts médicaux par l'ARS. C'est pouvoir avoir accès à une école de qualité
où il y a pas 30 élèves par classe, mais où il y a des conditions suffisantes pour pouvoir faire cours normalement. C'est ne pas être harcelé par la police, c'est ne pas subir le racisme d'État en permanence, c'est pas faire en sorte qu'il y ait des gens qui vivent dans la pauvreté la plus totale, qu'il y ait pas de quoi se loger. Je pense par exemple aux femmes du collectif Combat Hébergement qui nous ont beaucoup accompagnés dans la campagne et que je salue, qui sont des mamans, parfois sans papier, qui ont des enfants en bas âge, qui ont dû dormir dehors, qui ont été traquées par la police de Mathieu Hanotin quand elles se sont réfugiées dans la Bourse du Travail, quand elles se sont réfugiées sur le parvis de l'hôpital de La Fontaine, quand elles se sont réfugiées à Paris 8. Et la mairie leur a refusé jusqu'à la possibilité de les domicilier pour qu'elles aient accès en fait à des droits d'urgence en matière de santé, etc. Donc moi, ce que j'appelle qualité de vie, c'est ça, quoi. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, du scolaire, du périscolaire et de Bien la sûr. petite enfance. Il y a des vraies tensions sur l'obtention de places en crèche ici à Saint-Denis. Pourquoi est-il si difficile d'obtenir une place en crèche, même en s'y prenant très tôt? Et comment allez-vous faire pour améliorer la situation si vous êtes élu? C'est la même chose, c'est-à-dire que c'est l'état des services publics. C'est impossible effectivement d'avoir une place en crèche. Moi, je pense qu'il faut un investissement massif, qu'il faut ouvrir plus de crèches, embaucher plus de puéricultrices, de travailleuses qui permettent en fait de tenir ces postes. Et il faut savoir encore une fois que sur le périscolaire plus en général, donc moi je pense que voilà, première mesure, enfin un investissement massif en lien avec les usagers, hein, en lien avec les parents, en lien avec les besoins. Et deuxième chose, pour le périscolaire, il faut savoir que il y a eu une offensive contre le périscolaire très importante menée par la mairie socialiste ces dernières années, puisque par exemple, ils ont privatisé le ménage des écoles. Donc il faut savoir qu'avant, c'était travailleuses de la mairie, les dames qui faisaient le ménage dans nos écoles. Ils l'ont privatisé et c'est maintenant De Richebourg. Donc De Richebourg, c'est vraiment un patron exploiteur. Enfin, c'est les entreprises du nettoyage qui traitent ultra mal leurs salariés et qui sont de vrais patrons voyous. Et par exemple, ça a des conséquences immédiates parce que les conditions de travail sont ultra dégradées. C'est des femmes qui sont très mal payées. Nous, une des revendications qu'on porte en matière de périscolaire, c'est la réinternalisation de toutes les travailleuses du ménage et de toutes les travailleuses des écoles. Et ça va avec tout le reste parce qu'il y a eu une explosion des charges du périscolaire. Il y a toute une arnaque à la cantine gratuite où soi-disant il y a la cantine gratuite, mais en fait c'est sous condition de s'inscrire dans les délais, sinon vous avez des pénalités. Donc il y a des personnes qui ont accumulé des dettes en fait à payer à cause de pénalités. Et c'est pour ça qu'encore une fois, nous en matière de périscolaire, bien sûr les crèches, il faut un investissement massif, recruter des puéricultrices, ouvrir de nouvelles crèches pour que tous les habitants de Saint-Denis et Pierrefitte puissent avoir accès à une crèche, c'est fondamental. Mais aussi, en matière de périscolaire, ça va au-delà. C'est-à-dire qu'il faut une vraie cantine gratuite. Il faut rien que les femmes de ménage de nos écoles soient des employés de la mairie et pas exploitées par des patrons voyous du nettoyage. Et il faut absolument que les familles n'aient pas à s'endetter pour que leurs enfants puissent étudier dans des conditions correctes. Justement, les écoles primaires de la ville aussi se trouvent également dans des états assez critiques. Vous parliez des repas gratuits, mais certains parents dénoncent la qualité des repas qui sont servis à la cantine, le manque d'animateurs et la Exactement. précarité des contractuels et des travaux non réalisés. Comment faire également pour améliorer la situation de ces écoles? Bah, moi, c'est ça. Enfin, nous, on pense qu'il faut embaucher massivement non seulement des ATSEM, mais des profs. Et c'est un peu étonnant parce qu'on est la seule liste à le dire de cette manière-là. Enfin, il faut encore une fois partir des besoins des habitants et proposer des mesures à la hauteur. Parce que, pour donner une image très graphique, Mathieu Hanotin, quand il est arrivé à la mairie, en 2 ans, il y a 500 postes de fonctionnaires de la mairie qui ont sauté. Donc, les travailleurs de l'époque dénonçaient ce qu'on appelait un plan social déguisé. Enfin, je veux dire, c'est une perte énorme d'effectifs, quoi. Et donc, ça entraîne énormément de conséquences dramatiques. C'est des conditions de travail qui sont intenables. Il faut parler avec les communaux de la ville, hein. Ils sont vraiment à bout de souffle. Je veux dire, même la liste d'opposition du PC-LFI ne propose pas de réembaucher à minima 500 personnes, quoi. Alors que nous, on dit que effectivement dans tous les secteurs que vous avez décrits, donc dans les écoles, mais c'est au-delà de ça, il faut des embauches massives. J'aimerais maintenant me focaliser sur la jeunesse, l'insertion et l'avenir. Ouais. La population de Saint-Denis est très jeune. Mmh Comment mh. comptez-vous inclure cette jeunesse dans les décisions qui seront prises par la commune et pour leur avenir? Nous, je le disais un peu au début, mais je pense que déjà, il faut que les jeunes puissent voter. Pour moi, à partir du moment où on a le droit de travailler, on a le droit de donner son temps à un employeur, sur, toute une journée, on a le droit de participer, à, la vie politique et à prendre des décisions.
Je pense que c'est quelque chose de fondamental et je sais que maintenant, dans le cadre des élections, il y a des listes qui agitent l'idée un peu d'un conseil municipal jeune, ce avec quoi j'ai pas de désaccord de principe, mais qui, à mon avis, est une mesure faible et qui ne permet pas d'associer vraiment des secteurs de la jeunesse à l'élaboration de la décision politique. Parce que le problème, c'est que les conseils municipaux, si on ne questionne pas la manière dont ils fonctionnent et leur institutionnalisation, c'est des chambres d'enregistrement qui servent un peu à rien, quoi. Je veux dire, le problème, c'est comment est-ce que participer vraiment à la décision politique, c'est avoir une voix délibérative, avoir la possibilité de, si on n'est pas d'accord, que ça ait un impact. C'est pas juste jouer à la politique dans un cadre un peu formel. C'est pour ça que nous, ce qu'on propose, c'est déjà qu'ils puissent tous voter à partir de 16 ans. Et ensuite, encore une fois, que ces jeunes, ils puissent participer à des assemblées d'habitants qui aient la capacité de révoquer un élu s'ils considèrent que le mandat qu'il est en train d'appliquer n'est pas conforme à ce pourquoi ils ont été élus. Beaucoup de jeunes rencontrent des difficultés dans leur orientation, Voilà. ce qui peut mener au décrochage scolaire. Quel rôle la ville peut-elle jouer pour les accompagner et mieux orienter ces jeunes? Bah, le problème, c'est que pareil, c'est pas qu'un problème d'orientation, c'est que c'est un problème d'avenir. Si vous avez Parcoursup, qui est une réforme qui fait en sorte que c'est ultra dur de rentrer à l'université, le but, c'est d'accentuer le tri social. Donc, c'est de faire en sorte que des jeunes qui sont nés dans le 93, ils n'aient pas les mêmes chances et les mêmes possibilités d'accéder à l'enseignement supérieur que des jeunes qui sont nés dans le 16e arrondissement de Paris. Donc, même un jeune qui sait ce qu'il veut faire, qui a envie de bien s'orienter, parfois, on va lui fermer la porte au nez. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut supprimer les dispositifs de sélection à l'entrée de l'université et que ça doit se combiner en plus avec un investissement massif dans l'éducation, puisqu'il faut pouvoir avoir, par exemple, nous on dit, il faut pas plus de 15 élèves par classe, avec un prof pour chaque élève. Déjà, si vous n'avez pas plus de 15 élèves par classe, bah, vous avez un prof qui a pas du tout la même, qui a beaucoup plus de possibilités de discuter avec chaque élève, de prendre le temps que chaque élève puisse vérifier s'il a compris, s'il avance, si ça lui va, est-ce qu'il est à l'aise, qu'est-ce qu'il a envie de faire, etc. Si vous avez plus de 30 élèves dans une classe, comme c'est le cas à Paul-Éluard, où il y a le toit qui s'arrache et où le lycée doit être évacué parce qu'en fait, les bâtiments tombent en ruine, parce qu'à Saint-Denis, il faut savoir que le bâti scolaire tombe en ruine. Mais ce pas des conditions correctes pour s'interroger sur sa propre orientation. De nombreux jeunes rencontrent des difficultés à trouver un emploi ou à lancer leur entreprise. Quelles mesures concrètes proposez-vous pour les aider? Bah, en fait, c'est une question qui est importante parce que, par exemple, si on regarde à la plaine, c'est particulièrement symptomatique de ça. Et c'est une discussion qui est ancienne et qui date de plusieurs années maintenant, de voir comment est-ce que à la plaine, il y a beaucoup d'entreprises qui sont attirées parce que le foncier, en fait, le prix de la location pour les bâtiments, il est pas cher. Donc, ils viennent tous mettre leurs sièges sociaux ici, la SNCF, Orange, plein. Mais en fait, ils recrutent personne de Saint-Denis et ça les intéresse pas parce qu'eux, ils veulent recruter des cadres. Et quand vous êtes au métro à la plaine, vous voyez tout de suite en fait, qu'il y a il y a toute une vie qui est construite pour des cadres parisiens. Alors que vous traversez deux rues et il y a des habitants de Saint-Denis qui n'arrivent pas à trouver un emploi. Et je pense qu'encore une fois, c'est pareil, c'est une question plus générale qu'on ne peut pas limiter à une discussion d'un mandat local, mais qui pose le problème en fait des inégalités sociales et surtout du fait que il y a plein de la manière dont dès l'enfance dans les écoles, la manière dont par exemple, on a une camarade sur la liste qui s'appelle Gina Nani, qui est prof au lycée Bartholdi et qui explique à chaque fois comment les élèves du 93, à l'échelle de leur scolarité, sur un parcours de lycée, ils ont perdu 1 an par rapport à d'autres élèves, en raison des absences, des profs non remplacés, de tous les cours supprimés, etc. Et du coup, à partir de là, le problème, c'est que si on ne prend pas le problème à la racine et qu'on ne voit pas que c'est aussi parce que les élèves du 93, pour les classes dominantes, pour le régime, pour le gouvernement, le but, c'est d'en faire des secteurs qui seront une main-d'œuvre docile pour le patronat, en fait, parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils ne veulent pas que tous les jeunes du 93 deviennent cadres chez Orange. Sinon, ce serait facile. Il suffit d'investir massivement dans l'école, il suffit de leur proposer des formations, de créer des instituts, et en fait, ils pourraient travailler à 10 minutes de chez eux dans les entreprises qui sont ici. Mais le problème, c'est que ce n'est pas censé fonctionner comme ça. Ils veulent que les jeunes qui sont nés dans le 93, ils restent dans le 93, ils travaillent comme leurs parents, ils se limitent à des emplois sous-qualifiés, qu'on puisse payer avec des contrats précaires et des bas salaires. Mais on pense, nous, pareil, que de manière générale, et c'est pas un combat qui se limite au 93, il faut lutter contre la précarité, lutter contre la sous-traitance, faire en sorte qu'il y ait le maximum d'emplois stables
qui soient octroyés, il faut que ce soit des emplois qui soient bien payés, il faut que ce soit des emplois qui permettent de lutter contre l'inflation. Donc, c'est pas possible d'avoir des emplois payés 1 800 € quand en réalité, tout augmente sauf les salaires. Et on pense qu'à partir de Saint-Denis, c'est pour ça que nous, on refuse d'apporter des fausses réponses. Parce que oui, des chartes de partenariat avec les entreprises, ça existe déjà. Il y a déjà des chartes avec Orange qui est censé embaucher des jeunes de Saint-Denis, mais ils ne veulent pas le faire. Saint-Denis, Pierrefitte, ça doit être des pointes avancées de lutte importante contre les bas salaires. Je pense qu'à Saint-Denis, si on ne prend pas à bras-le-corps cette question de savoir comment on doit être payé dignement, comment on doit lutter contre la précarité, comment les jeunes ils doivent avoir un avenir stable, des vrais emplois, etc., on ne résoudra pas le problème par des petites mesures. Et c'est pour ça que nous, dans notre programme, par exemple, on dit qu'il ne doit pas y avoir un emploi payé en dessous de 2 000 €, qu'on doit lutter contre la sous-traitance, qu'il faut avoir la possibilité d'avoir le partage du temps de travail, par exemple. Qu'est-ce qui manque selon vous aujourd'hui aux jeunes de Saint-Denis? Moi, je pense que de beaucoup de choses. Pour moi, la jeunesse de Saint-Denis et de Pierrefitte, c'est une jeunesse, incroyable dans le sens où c'est des secteurs de la population qui ont beaucoup de colère, qui pour moi ont un avis sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de jeunes qui sont très politisés sur la question de la Palestine. Et je le rappelle, nous, avec Révolution Permanente, dans le cadre de ces municipales, on veut revendiquer un vrai jumelage de la ville avec Rafah pour manifester le fait que on sera une ville qui a une histoire immigrée très forte, qui sait ce que c'est que la colonisation, qui sait ce que c'est que l'oppression impérialiste et qui sera capable de se soulever à chaque bombardement contre le peuple palestinien et qui fera une démonstration de solidarité exemplaire. Mais je le disais, les jeunes, c'est des jeunes c'est une génération qui s'est beaucoup mobilisée contre le génocide. C'est une génération qui est sensible à énormément de questions. Il y a eu plein de lycées bloqués à partir du 10 septembre au moment du mouvement Bloquons Tout. C'est des jeunes qui ont envie de revendiquer un autre avenir. Je pense par exemple même aux jeunes de la troupe Commedia Nostra, qui est une troupe de théâtre qui regroupe des jeunes du 93 et plein de jeunes de Saint-Denis qui font des trucs incroyables, qui reprennent des classiques du théâtre, qui sont en train de jouer Othello et en le réécrivant, en montrant en quoi Othello, ça permet aussi de discuter aujourd'hui de racisme, de violence policière, d'oppression, etc. Donc pour moi, c'est une jeunesse qui très tôt fait l'expérience de la violence de l'État, qui très tôt fait l'expérience du racisme systémique qui existe dans un pays comme la France et de la précarité, et qui, pour cette raison, a une énorme capacité politique à s'organiser, à revendiquer, à mener des luttes. Et moi, je pense qu'à Saint-Denis, il faut la jeunesse, ils ont besoin d'énormément de choses. Ils ont besoin d'étudier correctement, d'avoir des espaces de sociabilité, de pouvoir accéder à la culture, d'avoir un avenir, d'avoir une perspective, d'avoir la possibilité de travailler dans des emplois sans être exploité par des patrons voyous, d'arrêter de se faire galérer par des boîtes d'intérim, de rêver d'autres choses. Et je pense que c'est déjà en partie ce qu'ils font. C'est déjà, pour moi, un secteur de la jeunesse qui a des revendications propres. Moi, je connais plein de jeunes aussi qui sont profondément révoltés après la mort de Naël. Pour moi, c'est un phénomène politique. Quand ils ont vu un des leurs, qui avait, pour certains leur âge, se faire tuer d'une balle dans le thorax par un policier, et qu'ensuite il y a eu des révoltes très profondes. Je veux dire, les médias, le gouvernement a fait comme si c'était des pillages, comme si c'était pas politique, mais c'est faux. Moi, j'en ai défendu. Il y en a qui avaient 13 ans, qui étaient en train de dire, mais en fait, ça aurait pu être moi. Quand je vois la mère de Naël, je vois ma propre mère. C'est des gens qui ont un pouvoir de contestation, une conscience des choses très forte. Et je pense que ce qu'il faut, c'est voir comment, ensemble, on est capable de donner un débouché politique à tout ça et de s'organiser ensemble. Quels sont pour vous les challenges en matière de commerce sur la commune? Alors, sur le commerce, moi, je pense que, pareil, il y a pas mal de problèmes parce que il y a beaucoup de commerces qui ont fermé. Il y a des endroits où il y a très peu de commerces de proximité. Je pense à La Plaine, où c'est lié au fait que, comme c'est une zone qui a été pensée pour les cadres, en fait, vous avez des petits restos du midi, des choses comme ça, mais il n'y a pas beaucoup de commerces de proximité pour la population. Pareil, quand on regarde dans le centre-ville, il y a eu quand même un gros sujet autour du marché. Qui est un marché historique de l'Île-de-France, mais où il y a eu la politique de la part de Mathieu Hanotin de reléguer tout un secteur des commerçants du marché ailleurs, place de la Résistance, et pas sur place du 8 mai, mais pas sur la place centrale du marché. Et qui a été très contestée par plein de commerçants, où en fait ça fait une espèce de marché à deux vitesses, où vous avez sur la place centrale en fait un certain type de stand, et puis après les autres beaucoup plus loin. Il y a des problèmes de commerce de proximité, je le disais, et c'est lié au transport, parce qu'en fait, comme Mathieu Hanotin, il a supprimé des arrêts de bus en centre-ville. Parfois, vous discutez avec des mamans, les bras chargés de courses, qui sont obligés de marcher 20 minutes pour pouvoir avoir accès à un endroit où faire leurs courses.
Et je pense qu'il y a plusieurs problèmes, que déjà, pour les petits commerçants, c'est lié à la question du logement, entre guillemets, parce que c'est lié au prix du foncier. Et on pense de la même manière que pour les petits commerçants, il faut bloquer les prix des loyers et faire en sorte que ce soit possible de tenir une petite affaire sans se saigner de factures, et que c'est pas possible que les loyers explosent et ne permettent qu'à des grosses enseignes de s'installer et de perdurer. Et de la même manière, on pense que pour les petits commerçants, il faut pouvoir annuler leurs dettes, encore une fois, en prenant sur les profits du gros patronat. Et qu'il faut faire une distinction entre les petites structures et les énormes, et que les petits commerçants ne devraient pas avoir à s'endetter pour survivre. Nous arrivons à la fin de notre entretien. J'ai encore 2 questions à vous poser. Pourquoi vous plutôt qu'un autre candidat? Parce que nous, je pense qu'on est la seule liste, je le disais, à être composée de travailleurs et de travailleuses de la ville qui ne sont pas des politiciens professionnels, qui ne se présentent pas pour faire carrière, qui ne se présentent pas pour vivre d'une rente de la politique, qui ne se présentent pas pour garder un siège, mais qui se présentent pour défendre les intérêts des travailleurs contre ceux des politiciens, contre ceux des patrons, et qui iront jusqu'au bout du combat pour lesquels ils ont été élus, qui refusent de mentir aux gens en leur vendant du rêve, en leur disant si tu votes pour moi, je vais m'occuper de tout, t'inquiète pas, mets un bulletin dans l'urne et tout va changer. C'est faux. On leur dit que si nous, on rentre au conseil municipal, on défendra jusqu'au bout des revendications radicales en matière de logement, d'éducation, de santé, de tous les besoins en fait urgents et vitaux de la population, et que ça, on est prêt à aller jusqu'au bout de ces revendications-là, et qu'en fait, nous, on a une logique complètement inverse, parce qu'on part pas de l'objectif absolu d'être élu, de faire des alliances politiciennes, de savoir comment on calcule en fonction des électorats, etc., qu'est-ce qui est le plus rentable électoralement, mais on part de ce dont les gens ont besoin. Et avoir un élu de combat au conseil municipal, en fait, c'est une manière d'exercer une pression permanente, de révéler toutes les magouilles qui peuvent avoir lieu dans ce type d'instance, parce qu'il faut savoir que c'est des chambres d'enregistrement opaques où vous avez personne de Saint-Denis et Pierrefitte à échelle large qui savent ce qui s'y passe. Nous, on dénoncera publiquement tout, on en fera des points d'appui pour les luttes, on fera en sorte que les combats des femmes de ménage du conseil départemental du 93, des travailleurs du foyer à Doma, des profs en grève soient exposés publiquement au conseil municipal, que chaque chose qui est discutée soit transmise de manière publique, et que ce soit un point d'appui pour les luttes. Et ça, c'est une chose qu'on est les seuls à défendre. Quels engagements forts pouvez-vous prendre ici et maintenant devant les habitants? Les engagements forts, il y en a plein. Comme je le disais, une des premières mesures, c'est arrêter que le maire soit payé 7 000 € et qu'il soit payé comme un infirmier ou un prof. Nous, évidemment, que, par exemple, toutes ces indemnités qui sont au-dessus du salaire d'un habitant normal de Saint-Denis et Pierrefitte, on le reversera à des caisses de grève, à des luttes, à celles et ceux qui en ont besoin. On s'engage à organiser une lutte pour réquisitionner les logements vides disponibles dans Saint-Denis, pour y loger les gens qui ont besoin. On s'engage à mettre toutes nos forces militantes, politiques, toute notre énergie au service du combat des habitants, et jamais en fait être élu pour nous-mêmes, et parce que c'est tout ça le problème, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce que les gens ils sont élus pour défendre leur propre intérêt ou pour défendre celui de la population. Nous on pense que c'est pas normal de faire de la politique un métier, que normalement c'est fait pour porter les revendications de la majorité, et on s'engage à faire ça jusqu'au bout, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, bien plus qu'un siège en tant que tel. Nous, on pense que ce siège, c'est surtout un point d'appui pour mener des luttes et défendre jusqu'au bout les intérêts d'une ville aussi importante que Saint-Denis et Pierrefitte, où je le disais, nous, c'est même une question nationale. On pense que si la deuxième ville d'Île-de-France, elle envoie un message fort que c'est possible d'avoir une gauche combative, ouvrière, anticapitaliste au conseil municipal, c'est un signal qui est envoyé partout, de savoir qu'ici, on sera prêt à résister aux offensives austéritaires auxquelles on va tous devoir se confronter, parce que quand le Parti socialiste vote ça avec les macronistes à l'Assemblée nationale, c'est contre nous que ça va avoir c'est sur nous que ça va avoir un impact, qu'on est capable de résister aux offensives sécuritaires qui vont se mener contre, avant tout, les habitants des quartiers, aux offensives racistes, à la traque aux étrangers qui est en train de se mener partout sur le territoire. Nous, on est là pour dire qu'on se battra jusqu'au bout pour régulariser tous les étrangers, pour s'opposer à toutes les violences policières et pour avoir des mesures radicales en matière de services publics et de logement. C'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Madame Marcel, d'avoir Merci accepté à vous. notre invitation. Merci.